Salut à tous, bienvenue dans Wildlife en direct sur Brut, au milieu de la grande migration, la plus grande migration de mammifères au monde, tant si bien que j'en perds ma voix. En fait, on est au milieu des gnous, les gnous bleus, donc c'est pas un bovin, c'est une antilope. Ils sont partout autour de nous et ils sont 1,2 million, 1,5 million à peu près, à migrer, à faire une migration de 2000 km entre le Serengeti où on est, le Masai Mara au nord, au Kenya, et le Ngorongoro plus au sud-est par rapport à nous. Et cette grande migration en boucle de 2000 km, comme je disais, elle est hallucinante, elle est unique au monde. Il n'y a pas d'autres mammifères qui migrent en aussi grand nombre. Et surtout, dans le sens des aiguilles du monde, comme ça, une révolution, c'est-à-dire un cercle. Les autres mammifères qui migrent, hein, c'est les wapitis en Amérique du Nord, c'est les rennes éventuellement dans la toundra arctique, hein, au nord de la Russie. Les gnous, hein, ils sont les plus nombreux, surtout qu'ils sont accompagnés par, on va dire, entre 500 000 et 600 000, 700 000 zèbres des plaines. Donc là c'est une sous-espèce, le zèbre de Grant, qu'on pourrait voir ici autour. Et des gazelles, des taupies, enfin d'autres mammifères. Et forcément, sur leur passage, ils vont faire le bonheur des prédateurs charognards, et le lion, les autres prédateurs, donc le lycaon, la hyène, le guépard. Bon, le guépard, il ne s'attaque pas forcément souvent aux gnous, mais il peut s'attaquer aux gazelles. Donc je veux dire, là, on est au cœur du grand ballet de la vie, l'histoire de la vie dans le Serengeti, le gnou bleu. Donc cet animal là qu'on entend partout autour de nous, c'est clairement l'indication que voilà, le bonheur arrive sur la plaine parce que les excréments vont fertiliser les sols, les cadavres vont nourrir les charognards, les vivants vont nourrir les crocodiles et les autres prédateurs autour des rivières ou dans la plaine. Donc clairement c'est la bonne nouvelle pour la grande plaine. D'ailleurs Serengeti ça veut dire grande plaine aride en Swahili. Non, en Maasai pardon. Et donc là on a les gnous tout autour. Alors là on peut facilement décrire la biologie du gnou. On a un mâle en fait là devant nous qui arrête pas de beugler. Et tout en migrant, c'est-à-dire tout en se déplaçant tous les jours, lui il va aller de petit groupe en petit groupe, essayer de rameuter des femelles pour se constituer un harem avec lesquels il va s'accoupler tout au long de la migration. Et donc là on voit clairement un mâle, il est tout agité, il court partout, il va se battre avec les voisins. Et il a un petit groupe de femelles. Alors lui il n'en a pas des masses, il en a 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il essaie de monter là, un peu sur un peu tout le monde. Elles ont 2 jeunes, donc qui sont nées dans le Ngorongoro, donc dans un autre espace. Ah, un autre mâle qui se pointe, ça pourrait donner lieu à un combat. Donc voilà, les mâles ils vont comme ça de groupe en groupe essayer de se rameuter des femelles. Et ils peuvent en avoir comme ça plus d'une centaine hein, pour un seul mâle. En général, c'est des groupes comme ça, de quelques-unes à quelques dizaines. Et voilà, 2 mâles là, ils ont la même attitude, ils se foncent dessus. S'il y en a un qui abdique pas, ça peut être le face-à-face. Des coups de corne qui peuvent parfois même donner lieu à des emmêlements de cornes et on retrouve les 2 gnous morts d'épuisement. Bon là c'est pas le cas. Ils profitent de cette petite pluie là pour asseoir un peu leur influence là, sur les femelles. Ça c'est un spectacle rare. Hein. Il faut savoir que le nombre de gnous a augmenté hein, pendant un siècle. Voilà, ils se sont bien reproduits. Le fait que les écosystèmes aient été protégés, dont le parc national du Serengeti, ça a aidé les gnous à se développer. Mais c'est aussi l'animal qui est un des plus braconnés parce qu'ils sont faciles à tuer. Ils sont un combat à gauche là, 2 mâles qui se cornent, ils se sont mis un petit coup de butoir et là ils se toisent. Ils vont clairement mettre des coups de corne dans le sol et puis tout d'un coup, bam bam, ça repart. Devant ce superbe rideau de pluie, on a des zèbres tout au fond, des femelles gnous, une cigogne qui va pas tarder à arriver en Alsace, mais elle fait des heures sup ici. Elle continue un peu ses vacances en Afrique et elle va pas tarder à migrer vers l'Europe. On a quelques cigognes blanches comme ça dans la plaine. Et devant, au premier plan, donc c'est ces 2 mâles gnous qui font semblant de brouter, là ils font clairement semblant. Et tout d'un coup, bam bam, ils vont se redéfier. Les zèbres, il y en a encore à gauche, ils agitent leur crinière, ils se mettent des petites ruades pour dire que la pluie, ça les embête un peu. Et ils savent aussi que c'est ça qui amène de l'herbe tendre. Pourquoi on voit les gnous avec des zèbres? C'est qu'ils se complètent déjà, il y a un comportement symbiotique. On va dire que le zèbre voit mieux que le gnou, qui sent mieux que le zèbre. Le gnou, il n'a même pas une très bonne vue, le zèbre, il n'a pas le meilleur des odorats. Donc disons qu'à deux, ces 2 animaux-là, ils se complètent pour détecter un prédateur, par exemple. Et donc on va souvent voir le zèbre et le gnou, qui pourtant n'ont pas l'air très proches, mais de migrer ensemble.
Donc là, on est sur une sous-espèce du gnou bleu qui est le gnou bleu est-africain ou à barbe blanche. Donc il a une barbe un peu blanc-jaune sous la gorge. Mais là, on a tous ces ongulés qui commencent à se planquer un petit peu parce que la pluie sur la plaine les dérange un peu. Et il faut savoir que voilà, l'autre fait que le zèbre et le gnou se complètent, c'est que le gnou qui a des dents plus faibles attend que le zèbre ait brouté les grosses graminées, toutes ces hautes herbes qu'on voit, parce que lui il a de bonnes incisives, pour aller chercher l'herbe tendre plus riche en protéines qui est en dessous. Donc d'abord le zèbre, puis ensuite le gnou, et derrière les petites gazelles qui viennent choper les toutes petites pousses d'herbe avec leurs toutes petites quenottes là au ras du sol. Donc on a une symbiose sur ce grand troupeau qui peut être constitué de 2 à 3 millions de mammifères qui migrent comme ça. Et ça, c'est unique au monde. C'est menacé. Il y a eu des projets d'infrastructures, d'autoroutes en Tanzanie. Il y a eu un braconnage assez important avec des postes de collets, notamment dans les buissons, ce qu'on appelle le bush, là, les petits bosquets, où les gnous peuvent aller emmêler leurs cornes et ensuite, en tirant, ils sont bloqués. Et les braconniers viennent les abattre sur place. Voilà, c'est de la viande facile pour certains. C'est clair que le gnou qui n'a pas l'air menacé, qui a l'air d'être encore important, mais pourtant il faut le protéger parce qu'il est un des maillons essentiels, pour ne pas dire le maillon animal essentiel du Serengeti. Il va fertiliser les sols, il va nourrir la plupart des carnassiers, oiseaux ou prédateurs supérieurs comme lion, hyène, lycaon, guépard, léopard. Voilà, ça, on est face à un mâle et c'est le maillon un peu indispensable à cet écosystème. Et il faut savoir qu'il ne faut surtout pas se fier au fait qu'un animal est nombreux pour penser qu'il n'est pas menacé, que c'est pas grave, tout va bien. À vrai dire, certaines espèces, on pense au pigeon migrateur, c'était un oiseau migrateur d'Amérique du Nord qui était présent en centaines de millions. Les témoins d'il y a 2 siècles aux États-Unis parlaient même d'un ciel qui s'obscurcissait quand ces oiseaux arrivaient. Et bien aujourd'hui, il est éteint. On peut en voir un au muséum d'histoire naturelle à Paris. Cet oiseau, il a disparu, il n'existe plus que dans les musées. Pourtant, il était présent par centaines de milliers. Et le gnou, ça pourrait très bien arriver. Il suffirait d'une épizootie, donc une pandémie animale qui décimerait la population. Il suffirait d'une catastrophe naturelle ou d'un réchauffement climatique soudain qui ferait qu'il y aurait moins d'alimentation, une érosion trop forte. D'ailleurs, il y a quelques années, je crois que c'était en 2007, on a trouvé un bouchon de cadavres de gnous, une quinzaine de milliers de gnous qui seraient morts en voulant traverser la rivière Mara au nord du pays, suite à des crues soudaines et des éboulements. Beaucoup de gnous seraient morts et ça a putréfié le sol et l'air pendant des semaines, voire des mois, bref. Et donc beaucoup de naturalistes s'en sont plaints en condamnant le fait que des forêts avaient été rasées sur les berges de cette rivière alors qu'elle l'a consolidée. Et tout d'un coup, voilà, les pluies étant de plus en plus intenses, les saisons sèches de plus en plus sèches, on a ce contraste qui témoigne du changement climatique qu'il ne faut pas ignorer et qui met en danger les espèces, directement ou indirectement. Le zèbre, lui, il est chassé pour sa peau, parce qu'on récupère encore la peau du zèbre et parfois pour sa viande. Même si cette sous-espèce de zèbre, elle est encore la plus nombreuse, pareil, elle est plutôt en decrease. Oula, ça tape un petit speed là. Regardez le jeune gnou, lui c'est souvent la proie des... La pluie est en train d'exciter un peu les animaux, là ça court dans tous les sens. Il y a le mâle qui chasse tout le monde dessous le truc, mais disons il y a la testo qui est en train de monter. Le troupeau s'agite comme dirait Scar dans Le Roi Lion. Waouh! C'est sûr qu'on associe pas mal ces troupeaux de gnous à la scène où le roi lion meurt d'ailleurs dans le dessin animé parce qu'il se fait emporter par le nombre. Le nombre en fait c'est l'intelligence de l'espèce. L'individu même, le gnou en fait donc c'est une sorte d'antilope un peu niaise voilà, qui a l'air d'être un peu de ne pas faire attention autour d'elle, elle pense qu'à s'accoupler, qu'à brouter. Ah, on a un combat de 2 mâles là-bas, ouais. C'est bref. Hein. Mais au contraire, l'intelligence elle est collective, elle est dans le nombre. Il va jusqu'à chasser les jeunes, hein. Il est vraiment chaud lui. Elle est dans le nombre, elle est dans le fait qu'ils envahissent le milieu, qu'ils arrivent en nombre, que ça peut impressionner. Et qu'ils savent s'adapter et profiter de la présence d'autres espèces pour compléter leur arsenal de détection des prédateurs
dont le zèbre pour la vue. Et le fait qu'il soit aussi parfois accompagné de gazelles, ça permet de capter l'attention du guépard notamment. Un guépard qui utilise le fait que les gnous broutent la plaine pour avoir un terrain de chasse ras et praticable pour faire sa fameuse course à 110 km/h derrière les gazelles ou les impalas. Donc le gnou, pas si bête, très adaptable et sa force est dans le nombre. Après c'est sûr que c'est un peu marche ou crève, quoi. C'est-à-dire s'il y en a un qui est blessé, qui est à la traîne, généralement il ne fait pas long feu. Énorme d'être en direct dans Wildlife sur Brut au milieu de la plus grande migration de mammifères au monde, pourvu que ça dure. On comprend sous la pluie pourquoi on l'appelle le gnou bleu, parce que son manteau marron se met à briller, à passer plutôt au gris, gris bleu, gris plomb. Et il y a un reflet bleuté, effectivement, parfois même argenté, voilà, sous la pluie ou sous le soleil. Là on en voit un au loin, on voit clairement son dos argenté, près du tronc, qui est brillant. Là ça s'agite clairement, c'est aussi peut-être que ça sonne le départ. Tout le monde va commencer à reprendre son chemin. Il y a quand même 2000 km à abattre. Et comme ça, le troupeau va faire des progressions successives. Et en fait, va être en perpétuelle migration quelque part tout au long de sa vie. Puisque le petit gnou peut suivre sa mère dès la naissance. Et donc dès que les femelles mettent bas, elle continue la migration. Il n'y a aucun moment de répit. C'est énorme d'être entouré comme ça par les gnous. Un cadeau de la nature, il faut savoir que tous ces spectacles-là, ils sont en sursis, la plupart d'entre eux. Donc on en prend plein les yeux et ça vaut le détour. On a la cigogne qui a avancé là-bas au fond aussi. Et là tout pourrait arriver, hein. Un prédateur pourrait se pointer. Parce qu'on est à côté de buissons, on est face à des gnous qui sont complètement omnubilés par le fait de se reproduire, rassembler des femelles et éloigner les rivaux. Il est marrant ce gnou, il a l'air un peu déséquilibré avec une avant-main, c'est-à-dire l'avant du corps très sombre, très fort pardon, et un arrière-train un peu faible, des petites pattes un peu grêles. On dirait un peu un bodybuildé là qui aurait forcé sur l'avant et oublié l'arrière. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que ces stries dans le cou, c'est en fait des longueurs de poils, comme des raies en fait, comme si c'était fait d'une certaine coiffure là, dans son encolure. C'est pas forcément des plis de peau, c'est pas forcément des couleurs différentes, c'est vraiment la longueur du poil et l'orientation du poil. Parce qu'en fait, ça fait des franges à rebrousse-poil qui font que ça annule la couleur. Donc c'est très très beau en fait le gnou, il y a quand même un détail assez intéressant. Pour ça, il faut être prêt. Bon, lui, il n'a pas l'air d'avoir rassemblé beaucoup de femelles. Et ça, c'est un des bruits les plus typiques de l'Afrique. Cette espèce de grognement, comme des grenouilles qui se répondent ou des crapauds. C'est bel et bien des gnous, donc des antilopes qui ont des airs de bœuf ou de buffle, mais qui n'en sont pas. C'est juste des antilopes avec des cornes de bovidés. Enfin, récemment, les antilopes ont toutes été classées dans les bovidés, donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, c'est pas des bovins, les buffles, c'est bien des antilopes, dont la force et la survie sont dans le nombre. Ça court là-bas, ça court, il y en a un, il n'arrête pas. Il chasse les femelles, les petits, les zèbres, il est au taquet. Il faut savoir que ça arrive qu'un mâle chatouille un peu trop près un zèbre, mais il faut savoir que le zèbre, il envoie des ruades, parfois même collectives, en présentant tous les arrière-trains, comme on voit à gauche, là, qui peut faire des ravages. En tout cas, un sabot de zèbre bien envoyé, il y a quelques lionnes qui s'en souviennent. Ça peut péter une mâchoire.
Autrefois, il y avait d'autres grandes migrations de gnous dans d'autres coins d'Afrique et elles ont disparu par le fait que des réserves ont été clôturées, des autoroutes sont passées par là, des chemins de fer, parfois des infrastructures humaines comme des mines ou des exploitations de grandes fermes qui ont pu barrer la route de ces migrations, comme au Botswana par exemple, et ces migrations ont disparu en fait. Les animaux ou se sont sédentarisés ou ont disparu, ne se sont pas adaptés. Pas évident hein, quand on arrive comme ça avec des matières inconnues pour les troupeaux qui n'osent pas forcément traverser, qui cherchent à contourner, et puis en fait ils suivent le long d'une route. Ça augmente la mortalité, ça perturbe un cycle de vie qui est inscrit dans les gènes depuis des milliers de générations. Donc ça c'est la dernière, peut-être la plus incroyable, mais il faut la préserver. Le gnou c'est un peu un ambassadeur, hein, c'est un performeur en sport d'équipe. Mais il est l'arbre qui cache la forêt. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gnous que toutes les espèces africaines vont bien. Au contraire, il y en a qui sont à l'agonie. Il y a d'ailleurs certaines sous-espèces de gnous bleus qui sont très rares, un peu plus au sud. Et on a tout un tas d'animaux qu'on voit beaucoup moins dans cet écosystème du Serengeti qu'autrefois probablement. Donc à nous de préserver ces merveilles et puis on pourra continuer à les contempler. Et moi je vous dis à bientôt dans Wildlife en direct sur Brut. Adi Schatz.